Si vous passez suffisamment de temps à faire de la randonnée ou du camping en forêt, vous réaliserez qu'il ne se passe pas grand-chose. Bien sûr, vous pouvez observer une faune assez intéressante se faufiler ici et là, mais à part ça, c'est un décor plutôt classique, des arbres, des rochers, des insectes, un ou deux écureuils égarés, et pas grand-chose d'autre. En tant que garde forestier, vous êtes dans les bois presque tous les jours. C'est votre seconde maison, loin des grandes villes nauséabondes. Alors, quand un jour Marc inspecte les confins de sa forêt, il fait une découverte qui aura un impact majeur sur le reste de sa vie. Récemment, alors qu'il marquait des arbres à récolter dans la forêt communautaire d'Arcata, il est tombé sur quelque chose, juste derrière quelques arbres, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Cela n'était certainement pas la dernière fois qu'il était venu dans la zone. C'était presque parfaitement camouflé, et en s'approchant, Marc réalisa qu'il s'agissait d'une sorte de cabane de fortune très élaborée, clairement construite illégalement. Il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre à l'intérieur. La cabane était située dans l'un des endroits les plus reculés de la forêt d'Arcata. Marc n'avait pas exploré cette zone depuis l'époque où il n'était encore qu'un technicien forestier. De toute évidence, la personne qui l'avait construite ne s'attendait pas à être découverte. La première chose que Marc remarqua à propos de la cabane, c'est qu'elle semblait assez bien construite. De temps en temps, les gardes forestiers trouvent des débris assemblés par quelqu'un cherchant un abri, mais ici, ce n'était pas du tout le cas. C'était soigneusement planifié. La cabane comportait un toit en pente, un porche à l'avant avec un auvent, des murs en contreplaqué recouverts de bâches. Elle reposait même sur une fondation en béton solide. Marc supposa que son isolement avait permis sa construction en toute discrétion. Je ne l'ai vue que lorsque j'étais à quelques mètres, expliqua-t-il. Elle est parfaitement dissimulée, là où personne ne la remarquerait. Ce qui rendait la cabane encore plus mystérieuse, c'est qu'aucun sentier ou chemin n'y menait. Marc remarqua aussi qu'il n'y avait aucun signe de pollution ou de dégradation environnementale, ce qui est pourtant courant dans ce genre de cas. La personne qui vivait là respectait clairement la nature. Marc décida d'appeler les techniciens forestiers Javier Nogra et Nick Manfredonia pour l'aider. Avec la garde forestière Heidi Gemal, ils retournèrent sur les lieux pour explorer l'intérieur. Lorsqu'ils coupèrent enfin le cadenas et ouvrirent les portes, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver. Heidi entra la première, arme au poing, et cria « Police d'Arcata ». Mais personne ne répondit. Le groupe commença alors à fouiller les lieux pour découvrir des indices sur le propriétaire de la cabane. Ils remarquèrent immédiatement que l'endroit était soigneusement entretenu. Dans le salon et la cuisine, des produits d'entretien et des conserves étaient rangés sur des étagères intégrées au mur. En bien des points, tout semblait ordinaire, mais il y avait encore à découvrir. Près d'un fauteuil à bascule, une petite table basse portait une bouilloire. En face du fauteuil se trouvait un poêle à bois. La personne qui vivait là ne semblait pas être en détresse dans la nature. Dans un autre coin de la cabane, une petite bibliothèque fixée au mur contenait divers livres, dont Attrape-moi si tu peux et Plantes médicinales de l'Ouest Pacifique. Les Rangers commencèrent alors à soupçonner qu'une personne âgée vivait là. D'autres objets, comme une pile de cassettes, renforçaient leurs soupçons. Ils poursuivirent leurs recherches à la quête d'indices pour identifier l'occupant. Le groupe trouva une liste manuscrite de tâches à faire et d'objets achetés, ce qui leur en apprit un peu plus sur l'habitant. La liste, accompagnée de dates, contenait des tâches telles que construire un banc, étendre le mur de broussailles, assaisonner les poêles en fonte, acheter un tuyau de poêle, et prendre des pinces. Près du poêle, le groupe trouva aussi un exemplaire du journal de Lumberjack de l'université locale de Humboldt State, daté de mars. Entre la liste et le journal, l'équipe commença à reconstituer une chronologie de l'occupation de la cabane. Ils trouvèrent 2 permis de conduire portant des noms différents, mais aucun ne leur permit d'identifier le résident. Ils supposèrent que la personne ne venait que de façon saisonnière. Comme camper sur une propriété publique est illégal, même si la personne respecte l'environnement, et que la cabane était située sur une réserve naturelle, le groupe laissa un avis d'expulsion. C'est à ce moment-là que les choses devinrent vraiment étranges. Lorsque les autorités revinrent sur le site plus tard, elles découvrirent que la cabane avait été entièrement démontée. La seule trace restante était un symbole de squatter dessiné au charbon, là où elle se trouvait autrefois. C'est le nettoyage de camp le plus propre que j'ai jamais vu, déclara Michael Edsedo, technicien en ressources naturelles au service de l'environnement. Il n'y avait pas un seul clou, pas même un papier de chewing-gum laissé sur place. Il est peu probable que le propriétaire de la cabane se manifeste, étant donné les risques juridiques.
Après tout, la cabane avait été construite sur des terres publiques. Pourtant, c'est assez impressionnant qu'ils aient réussi à la construire en premier lieu. Lorsqu'un vrai chasseur s'aventure dans les bois pendant la saison de chasse, il a généralement une seule idée en tête, repérer sa cible et réussir le tir parfait. Mais parfois, un événement inattendu vient bouleverser les plans. Ry Gordon et son beau-père Chris Trumbitch adorent la chasse. Quand il était jeune, Ry aimait parler de chasse avec Chris et admirait les immenses bois de cerf accrochés au mur de leur maison. Chris aimait tellement la chasse qu'il possédait une seconde maison, une cabane en pleine forêt, à Eden, dans l'Idaho. Chaque saison, lui et Ry s'y rendaient pour quelques jours afin de chasser du gibier. Un matin de week-end, en novembre, Chris réveilla Ry tôt pour partir vers la cabane. Ils allaient passer la journée à suivre des traces de cerf, et peut-être que Ry réussirait à abattre son tout premier mâle. Cependant, à leur arrivée sur le sentier, ils furent surpris par une scène étrange. Des dizaines de personnes en gilets orange fluo et plusieurs camions avec les mots « Recherche et sauvetage » écrits sur les côtés étaient présents. Il se passait quelque chose dans la forêt de Eden. Les sauveteurs expliquèrent à Chris qu'une jeune fille nommée Catherine Ogle avait disparu, et qu'elle était supposée se trouver quelque part dans la forêt. Le problème était que Catherine avait le développement cognitif d'une enfant, donc il était essentiel de la retrouver rapidement. Ry, lui-même encore adolescent, fut bouleversé par la nouvelle. Il ne pouvait pas imaginer survivre seul dans une forêt aussi dense. Même s'il avait grandi dans la nature, il connaissait bien les dangers qu'elle représentait lorsqu'on était pris au dépourvu. Chris et Ry s'enfoncèrent dans les bois après avoir parlé avec les sauveteurs. Même s'ils étaient venus pour chasser, ils promirent de garder l'œil ouvert pour tout indice concernant Catherine. Ils n'eurent pas besoin d'aller bien loin avant de tomber sur quelque chose qui les arrêta net. Ce n'était ni un cerf, ni un ours, ni aucun animal d'ailleurs. Griffonné dans la terre, devant eux, il y avait le mot « aide ». Ry fut le premier à le voir et cria à Chris. Les deux hommes restèrent figés devant les lettres, tentant de comprendre ce que cela pouvait signifier. Pour être honnête, cela les ébranla. Fort de son expérience de chasseur, Chris pensa d'abord que le message venait d'un autre groupe ayant besoin d'aide pour transporter un gibier trop lourd. Il n'était pas rare que des animaux soient si gros qu'il faille plusieurs hommes pour les sortir des bois. Mais Ry, lui, imagina une autre possibilité. Peut-être, pensa-t-il, que c'était Catherine qui l'avait écrit. Lorsqu'il partagea cette idée avec Chris, son visage devint sérieux. Ry avait probablement raison, Catherine avait pu laisser ce message dès qu'elle s'était perdue. Elle avait peut-être eu la présence d'esprit de laisser une trace pour les sauveteurs. Chris et Ry retournèrent immédiatement vers le groupe de recherche pour signaler leur découverte. Quelques membres de l'équipe transmirent l'information par radio à leurs collègues. Presque aussitôt, un hélicoptère décolla pour survoler la zone, espérant repérer l'adolescente. Mais la nuit tomba rapidement, et l'hélicoptère dut rentrer. Malgré cela, Ry écrit sur le pressentiment qu'il fallait explorer une autre zone de la forêt, près de leur cabane, que les secours n'avaient pas encore fouillée. Les deux hommes avancèrent dans la nuit à l'aide de lampes torchées. Arrivés à la cabane, ils ouvrirent lentement la porte, espérant y trouver Catherine. Malheureusement, la cabane était vide, bien qu'il semblait que quelqu'un ait fouillé leurs affaires. Chris, Ry et les sauveteurs commencèrent à fouiller les environs en appelant Catherine. Mais ils se rendirent compte que leur moteur couvrait leur voix. Ils éteignirent les engins, appelèrent à nouveau, et écoutèrent. Soudain, dans l'obscurité, une voix faible leur répondit « Bonjour ». Stupéfaits, ils suivirent le son jusqu'à trouver un sac de couchage entre deux arbres. À l'intérieur se trouvait Catherine. Ils l'avaient enfin retrouvée. Catherine était visiblement bouleversée par l'arrivée soudaine de tant de monde, mais en même temps, elle était profondément reconnaissante d'être en sécurité. Bien qu'elle semblait physiquement en bonne santé, les secours l'emmenèrent au centre médical Coutin pour un examen complet. Naturellement, elle était secouée, mais compte tenu de ce qu'elle avait traversé, elle s'en sortait plutôt bien. La journée de chasse de Ry et Chris avait complètement changé à cause de ce simple mot inscrit dans la terre. Même si de nombreux sauveteurs et les médias locaux les qualifièrent de héros, le duo considéra simplement qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment.